et la géostratégie moyen-orientale et internationale, qui va nous décrire l'Irak face aux questions religieuses et ethniques. Vous avez la parole, Monsieur le Recteur. Monsieur le Président, merci. Merci de votre accueil. Merci aussi d'avoir organisé cette importante conférence. Et en plus, je trouve que la déclinaison de l'enchaînement des interventions est tout à fait excellente après le merveilleux exposé que nous venons d'écouter. Chers amis, en fait, je suis parti d'une problématique liée à ce que l'on entend parfois résonner dans les médias, qui consiste à laisser penser aux auditeurs ou aux téléspectateurs que finalement l'Irak serait un pays ingérable, compte tenu de sa combinaison complexe de pluriethnicité et de plurireligiosité, et donc c'est nécessairement un pays qui est voué au chaos. Donc face, je dirais, à cette image qui est véhiculée, il m'est apparu nécessaire d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce que signifie la pluriethnicité de l'Irak, qu'est-ce que signifie sa plurireligiosité et quels enseignements l'on peut en tirer. Premièrement, concernant le caractère pluriethnique, j'oserais dire qu'il est d'abord limité par la frontière orientale de l'Irak, qui date de 1639 et qui en fait a fixé la séparation entre le monde perse et le monde ottoman. Donc il faut quand même rappeler qu'une partie de l'Irak a une frontière historique extrêmement ancienne. En revanche, en ce qui concerne les autres frontières, donc on nous rappelle toujours la sorte de Yalta régionale issue donc des discussions Sykes-Picot de mai 1916 avec l'idée pour la France et nos amis de Grande-Bretagne de se partager ces terres qui faisaient auparavant partie de l'Empire ottoman. Vous rappelez que cette sorte de Yalta régionale a débouché notamment sur des accords ensuite auxquels a participé Clémenceau, d'où il résultait que Mossoul allait revenir côté protectorat britannique et non plus côté protectorat français. Et ensuite, nous en sommes arrivés donc au traité de Sèvres, qui en fait faisait, pour simplifier, de la partie kurde une sorte de partie internationale dont la garantie devait être apportée par les États-Unis, mais le traité de Sèvres n'a jamais été ratifié dans le même état d'esprit que la non-ratification par le Congrès des États-Unis de l'adhésion des États-Unis à la Société des Nations. Donc nous avons ce paradoxe absolument donc extraordinaire du fait que c'est le président des États-Unis qui a été le grand avocat de la nouvelle organisation du monde et notamment du Moyen-Orient, et que c'est son propre Parlement qui a refusé de le suivre, malgré les mois qu'il avait consacrés en Europe à témoigner et à promouvoir son projet. Les guerres du début des années 20 donc, vont conduire au traité de Lausanne, dont il faut toujours souligner que c'est en fait une reconnaissance des actes belliqueux qui se sont produits dans les années précédentes. Toutes choses égales par ailleurs, pour nous qui avons vécu plus récemment, on peut penser aux accords de Dayton qui, dans une certaine mesure, là aussi, ont reconnu les actes belliqueux des années précédentes. Donc ce traité de Lausanne va déboucher sur les frontières actuelles de l'Irak, même si donc la question de Mossoul va rester un petit peu entre parenthèses,
pour n'être finalement confirmé qu'en 1926 par la Société des Nations, dans la mesure où la Turquie a essayé de contester, je dirais, la partie du traité de Lausanne qui mettait Mossoul en Irak. Un certain nombre, une commission notamment, avait été instituée qui avait simplement constaté que la majorité, à l'époque, des habitants de Mossoul étaient des Kurdes, d'où il en est résulté effectivement la décision finale de la Société des Nations d'affecter Mossoul à l'Irak et donc de ne pas le mettre sous la souveraineté de la Turquie. C'est donc dans ce contexte que vous connaissez bien que nous avons des territoires irakiens qui ont une pluriethnicité, même s'il faut insister sur le fait que cette pluriethnicité, au-delà des Arabes, au-delà des Kurdes, concerne aussi d'autres populations. Je veux parler bien entendu des Assyriens, bon, même si forcément au fil de l'histoire, hein, il y a eu quand même de l'exogamie qui fait qu'on ne sait plus très bien qui est d'origine assyrienne ou qui est d'origine arabe, c'est pas toujours évident, bien entendu, mais on ne peut nier aussi la part assyrienne, bon, même si cette part assyrienne, évidemment, a subi un certain nombre d'épreuves, et puis également une part turkmène, qui est liée donc, comme pour le peuplement de la Turquie actuelle, c'est-à-dire à des populations venues d'une Asie plus lointaine. Donc le résultat de tout ceci, c'est que nous avons des territoires qui sont pluriethniques, mais il faut quand même insister sur le fait que si j'étudie l'ensemble des pays du monde, eh bien je constate que, sauf peut-être une exception pour un territoire russe, une partie du territoire russe, je veux dire Kaliningrad, la pluriethnicité est généralement la règle. Et elle est la règle dans la mesure où l'histoire a créé nécessairement des flux de population, soit volontaires, soit subis, d'où il résulte que l'unicité ethnique est souvent un mythe et que la purification ethnique souhaitée par certains se révèle très souvent comme à terme non réalisé. Hein, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la Turquie et son ambition donc, de créer l'homme turc unique. Et puis on constate au fil de l'histoire que finalement nous avons des Turcs qui ne sont pas turcs au sens de la turquicité voulue par le régime turc, et puis on constate aussi qu'il y a des Turcs qui finalement sont des Arméniens qui à une époque ont été assignés comme étant des Turcs. Donc l'unicité ethnique c'est un mythe, et il n'est pas anormal que l'Irak connaisse une pluricité ethnique, puisque c'est le cas de la quasi-totalité des territoires du monde. En ce qui concerne son caractère plurireligieux, là, l'histoire aussi doit nous conduire à rappeler quelques points. Le premier point, c'est que sur ces territoires irakiens, nous avons donc dès le 1er siècle de l'histoire chrétienne, une évangélisation qui, plus précisément d'ailleurs par d'Antioche, qui est la grande ville chrétienne à partir de laquelle se fait l'évangélisation, mais la pluralité religieuse va s'instaurer très rapidement dans la mesure où c'est dès les premiers siècles de la chrétienté que de profondes divisions théologiques vont conduire à désunir les chrétiens sur les territoires irakiens. Sans entrer dans les détails, vous rappelez en particulier les conciles de 431 et de 451 qui vont entraîner la création des églises nestoriennes, des églises jacobites, et donc une pluralité religieuse qui sera bien entendu ensuite, en ce qui concerne la chrétienté, accentuée par le grand schisme de 1054 et par le retour à Rome de certaines églises, ce qui explique la présence d'une douzaine d'églises chrétiennes sur les seuls territoires irakiens, ce qui est un chiffre évidemment considérable.
L'arrivée de l'islam au 7e siècle et les succès de conversion vont changer, bien entendu, la nature religieuse des territoires irakiens, mais c'est très rapidement que l'islam lui-même va se définir comme de façon plurielle d'un point de vue religieux, avec les discussions sur la succession de Mahomet, qui vont conduire dans un premier temps à une opposition qui peut paraître simplement de rivalité entre des hommes, c'est-à-dire entre ceux qui sont pour tel type de succession et ceux qui sont pour tel autre type de succession, mais il faut rappeler qu'en fait, au-delà de cette question de la succession, les désaccords théologiques vont être fondamentaux, et restent d'ailleurs fondamentaux aujourd'hui, entre les chiites et les sunnites. Il faudrait aussi rappeler que parmi le caractère plurireligieux de l'Irak, nous avons bien sûr les yézidis dont malheureusement il a fallu parler ces derniers mois pour les raisons que vous savez. Alors au sein même des deux branches de l'islam, eh bien là aussi le caractère plurireligieux va se déployer au fil des siècles et toujours présent aujourd'hui. Au sein du chiisme, je dirais, pour simplifier, bien entendu, qu'il y a un petit peu de tendance, une tendance qui est une ligne quiétiste, c'est-à-dire qu'il considère que la priorité doit être donnée à la foi et à la spiritualité, et donc le rôle des religieux chiites est un enseignement spirituel qui ne doit pas conduire à une intervention lourde et fréquente dans la vie politique. Et puis, nous avons l'autre tendance qui a traversé un certain nombre d'échanges théologiques au fil de l'histoire, mais qui a été surtout, je dirais, concrétisé par Khomeini, dans la mesure où c'est la première fois, avec la constitution de l'Iran de 1979, que dans un principe 5, nous avons effectivement une revendication, une affirmation de l'importance du pouvoir des oulémas dans la vie politique. Or, ce débat continue de traverser fondamentalement le chiisme, et je vous invite notamment à lire les discussions fortes entre les théologiens chiites, selon qu'ils sont partisans donc, de la ligne quiétiste et de la ligne khoméniste, étant précisé que parmi les partisans de la ligne quiétiste, un certain nombre d'ayatollahs irakiens jouent un rôle très important, notamment à Najaf, et ceci depuis d'ailleurs de nombreuses décennies. Au sein du sunnisme irakien, même si on ne peut pas parler de plurireligiosité aussi forte que celle qui existe au sein du chiisme, on peut néanmoins, je dirais, distinguer deux attitudes différentes. Une première attitude qui consiste à considérer que le pire ennemi du sunnisme est le chiite, donc une attitude revendicatrice d'une identité sunnite qui devrait être totalisante en quelque sorte, et puis bien entendu une autre tendance qui considère que le sunnisme est le sunnisme, bien entendu, mais qui n'a pas forcément à avoir une attitude agressive vis-à-vis d'interprétations théologiques qui sont différentes. Donc, si vous voulez, un sunnisme qui serait un peu l'équivalent des relations actuelles, je dirais, entre les catholiques et les protestants. Dans ce contexte donc, de pluriethnicité et de plurireligiosité, quelle a été, je dirais, l'évolution de l'Irak depuis son indépendance? Je dirais qu'il faut insister sur le fait que ce pays a connu une ligne pro-arabe qui s'est trouvée contrariée.
C'est-à-dire que pendant longtemps, nous avons eu donc des dirigeants irakiens qui attachent plus d'importance à une idéologie pan-arabe qu'aux références religieuses, même s'il leur arrive de les utiliser à des fins politiques. Et dans ce contexte-là, nous avons effectivement une répartition pluriethnique et plurireligieuse qui ne se modifie pas fondamentalement dans les premières décennies de l'indépendance irakienne. Ensuite, le régime, donc avec Saddam Hussein, va considérablement se durcir, et ceci va se traduire là par des affrontements dans le cadre religieux qui vont être extrêmement forts, dans la mesure où Saddam Hussein, d'une part, va pratiquer des répressions très fortes contre les chiites, et va pratiquer, je dirais, des vexations significatives contre les chrétiens, ce que l'on pourrait appeler, de la part de Saddam Hussein, une sorte de prolongation d'une dimitude, mais qui n'est inavouée, c'est-à-dire qui n'est pas officialisée par le régime. C'est ce contexte qu'il convient de rappeler, parce que l'impression que nous avons pour ce qui s'est passé, donc, sous le régime du Premier ministre El-Maliki, c'est comme si il y avait donc une volonté de remplacer ce qu'a été la répression anti-chiite par un oubli de l'importance politique à donner aux sunnites, qui sont partie composante de la réalité irakienne. Donc nous avons eu là, dans ces dernières années, effectivement une politique qui n'a pas consisté à être inclusive, pour reprendre l'adjectif à la mode aujourd'hui, mais qui au contraire a été une attitude qui me rappelle un petit peu une phrase qui a été prononcée il y a quelques années par un député à l'Assemblée nationale: vous avez politiquement tort puisque vous êtes minoritaire. Voilà. Donc c'est un peu cet état d'esprit qui a, ces dernières années, considérablement divisé l'Irak avant même les événements qui ont commencé de se dérouler avec, disons, depuis 2011. Donc, que dire en conclusion de ces différentes analyses? J'insisterai donc sur le fait que la diversité religieuse ou la diversité ethnique sont des réalités permanentes de tous les États, et penser que l'on puisse transformer les populations d'un territoire en des clones qui consisterait donc à avoir une unicité ethnique et une unicité religieuse est un mythe. Regardez tout près de nous l'histoire de l'Algérie. Normalement, l'Algérie aurait dû, depuis 1962, vivre en paix, dans la mesure où c'est un pays dont l'histoire a été marquée par une diminution considérable de sa pluriethnicité, de sa plurireligiosité, avec le départ, dans les conditions que vous savez, des Juifs et des Européens en 1962. Cela n'a absolument pas empêché la guerre civile en Algérie dans les années 80 et le maintien des tensions que l'on évoque. En revanche, parmi des pays dont l'unicité ethnique n'est pas négligeable, eh bien, on pourrait penser que cela est de nature à faciliter la gestion étatique. Ce n'est pas le cas, puisque vous savez que l'un des pays qui aujourd'hui connaît une guerre civile dont on ne voit pas la fin s'appelle la Somalie, et ce ne sont pas vraiment les différences ethniques qui sont explicatives, ce ne sont pas même les différences ethniques qui sont explicatives de ce qui se passe en Somalie. Donc, ce que nous apprend l'histoire, c'est que la politique, ça consiste à faire vivre ensemble des hommes et des femmes qui sont nécessairement différents. Différents au regard du critère ethnique,
différents au regard du critère religieux, et qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'il y ait des arguments dirimants qui empêchent automatiquement tel ou tel territoire de pouvoir être gouverné. C'est la raison pour laquelle il me semble que l'essentiel, c'est que les dirigeants irakiens retrouvent la raison, ce qui semble être la voie qu'ils ont prise, si je vous ai bien écouté, et que, en plus, cette importance de la dimension nationale irakienne n'est pas négligeable, parce que là, il s'agit d'un territoire qui peut s'identifier par une longue histoire, qui peut contribuer effectivement à valoriser un sentiment national et un sentiment donc de réussir ce vivre ensemble que j'évoquais. Donc mon analyse est que, je dirais, tirer un trait sur l'État irakien en pensant que cela pourrait apporter la solution à la paix au Moyen-Orient serait, à mon avis, une idée qui ne serait pas féconde, parce que cela contribuerait plutôt au chaos. Ce dont nous avons besoin au Moyen-Orient ou ailleurs, ce sont des États bien organisés qui assurent la paix sur leur territoire, et entre l'absence d'État ne peut conduire qu'au chaos, comme nous le voyons aujourd'hui en Libye. Donc il est tout à fait souhaitable d'aider l'État irakien à se recomposer sur des bases qui lui permettent d'assurer sa souveraineté et dans un esprit de subsidiarité sur ces territoires. Merci.